Je m'appelle Ibrahima Touré, plus connu aussi sous le nom de Moulay Touré. Je suis inspecteur principal du Trésor. J'exerce actuellement les fonctions de conseil technique du directeur général de la comptabilité publique et du Trésor. Et après avoir exercé des fonctions d'abord, j'ai été professeur d'économie aussi au lycée Ablaïnas de Kaolack. Mais au niveau du Trésor, j'ai exercé les fonctions de percepteur de Mbour, de Rufisque, de receveur municipal de Dakar et tout récemment chargé de mission. Donc là, j'exerce les fonctions de conseil technique. Donc j'ai coécrit cet ouvrage de finances publiques avec mon ancien professeur du nom de Morphal, qui est inspecteur général d'État. D'abord, Morphal était aussi inspecteur du Trésor. Il a enseigné à l'ENA et à l'université, au Centre de recherche et de formation en développement économique et social. C'est quand il a réussi au concours de l'inspection générale d'État que j'ai pris le relais, je dispense des cours là-bas et aussi à la FASEC et à la faculté de droit et également à l'ENA. Donc ce sont cette expérience que nous avons capitalisée pour d'abord produire une première édition de cet ouvrage en 2018, puis une deuxième édition en 2020 et là nous avons produit une troisième édition qui tient compte des réformes en cours, notamment des réformes dans les finances publiques. Donc c'est un ouvrage qui a été produit pour tenir compte de la demande qui existe non seulement au niveau de l'université, la demande venant des étudiants, des autorités académiques, mais également des Sénégalais tout court, des décideurs politiques, parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'écrits à ce niveau dans le domaine des finances publiques. Donc, dans un premier temps, nous avons décidé de nous limiter aux finances de l'État stricto sensu, mais vous savez, quand on parle des finances publiques, il s'agit de s'intéresser aux règles qui gouvernent les deniers publics de tous les organismes publics, de l'État et des autres organismes publics. L'État, au sens strict, c'est ce qui a fait l'objet de ce livre, mais également nous avions produit un autre ouvrage sur les finances des collectivités territoriales. Donc cette troisième édition vient juste compléter et corriger, actualiser les éditions précédentes. Et ça comporte quatre grands titres. Dans un premier temps, nous avons essayé de parler des aspects théoriques des finances publiques, les relations entre les finances publiques et les autres disciplines, les phénomènes qu'étudient les finances publiques, les phénomènes économiques, sociaux, constitutionnels, tout ça qui sont élaborés dans le cadre, qui sont étudiés par les finances publiques. Nous en avons profité également pour présenter les différentes catégories de lois de finances qui sont votées au Sénégal, la loi des finances initiale, la loi des finances rectificatives, la loi de règlement, bref, toutes les lois de finances qui sont élaborées au Sénégal dans cette première partie. Puis nous avons aussi parlé de l'élaboration, la deuxième partie, l'élaboration du budget. Enfin, je dirais la loi des finances. Parce qu'en réalité, la loi des finances comprend notamment le budget, les comptes spéciaux du Trésor et le budget annexe. Au Sénégal, même si jusqu'ici, nous n'avons pas encore l'expérience d'avoir des budgets annexes comme en France, mais au moins on a des comptes spéciaux du Trésor et on a le budget général. Donc cette loi des finances, c'est là qu'on élabore le budget initial, c'est-à-dire que le budget primitif, qu'on appelle également la loi des finances de l'année ou la loi des finances initiale. On a expliqué dans la première partie comment cette loi des finances est élaborée. Quelles sont toutes les étapes depuis au niveau de l'exécutif pour la préparation jusqu'au niveau du Parlement pour le vote. Et dans le deuxième titre, nous avons parlé de l'exécution de cette loi des finances. Je dirais du budget, la loi des finances initiale, en recettes et en dépenses. Nous avons expliqué toutes les procédures d'exécution de cette loi des finances, notamment la phase administrative en ce qui concerne les recettes, c'est-à-dire la constatation de la recette, la liquidation et l'ordonnancement, c'est-à-dire l'émission de titres, et la phase comptable qui constitue le recouvrement. Et en matière de dépenses, nous avons expliqué toute la procédure d'exécution de la dépense, dans la phase administrative comme la phase comptable, une phase administrative également qui comprend 3 étapes, l'engagement, la liquidation et l'ordonnancement. Et enfin, la phase comptable qui constitue le paiement. Et pour toutes ces procédures, aussi bien recettes et dépenses, nous avons expliqué également les procédures dérogatoires. En plus de cela, nous avons parlé également du contrôle. Le contrôle interne, qu'on appelle également contrôle administratif, et le contrôle externe de la Cour des comptes, du Parlement. Nous avons expliqué cela dans la deuxième partie. Mais nous avons également expliqué dans la troisième partie
ce qu'on appelle, dans la quatrième partie, ce qu'on appelle justement le circuit financier de l'État. C'est-à-dire quel est le rôle que joue le Trésor public dans l'exécution du budget. Il faut savoir également que nous sommes dans un contexte particulier. Nous sommes dans la mise en œuvre des réformes. Les réformes proviennent justement des directives de l'UEMOA. Vous savez, il y a une première génération de directives de 1997, puis en 2009. Et ces directives ont été internalisées dans notre dispositif de loi interne. Donc, vous savez qu'on a eu la LOLF de 1963, la LOLF de 1975, la LOLF de 2001, la LOLF de 2011 qui a commencé à intégrer les changements et la LOLF de 2020 qui est mise en œuvre. Et il y a eu des changements importants tels que les budgets programmes qu'on ne connaissait pas parce que jusqu'ici, les budgets qui étaient votés, c'était des budgets moins. Maintenant, c'est des budgets axés sur des résultats. C'est-à-dire qu'on ne prépare un budget uniquement pour consommer les crédits, mais on essaie de voir est-ce que les résultats ont été atteints. Et cette notion de budget programme fait appel à des notions de performance, mais aussi à des notions de transparence budgétaire. Donc, ce sont des aspects que nous avons évoqués dans cet ouvrage. Il y a également des notions nouvelles, telles que la déconcentration de l'ordonnancement. Avant, il y avait que le ministre des Finances qui était l'ordonnateur en matière de dépenses, de recettes et de recettes. Maintenant, il y a un ordonnateur principal en matière de recettes, mais tous les ministres et les présidents de constitution institutionnelle sont ordonnateurs de leur budget. Et maintenant, ces mesures ont été attendues même au niveau déconcentré. Il n'est pas évident que, comme c'était le cas avant, c'était le CRF, le contrôleur régional des finances, qui était l'ordonnateur secondaire au niveau régional et le préfet au niveau départemental. Maintenant, vous pouvez voir un ministre comme le ministère de la Santé, vous verrez par exemple le médecin chef régional qui est l'ordonnateur au niveau des conseils. Donc, il y a eu des changements, il y a un changement de paradigme, il y a de nouvelles notions telles que la fongibilité des crédits, la fongibilité asymétrique. Toutes ces notions, nous les avons expliquées dans cet ouvrage. Nous pensons que cet ouvrage peut être utile non seulement pour les étudiants, mais il peut être utile également pour les décideurs politiques, il peut être utile également pour ceux qui préparent les concours professionnels. Et c'est pourquoi donc nous pensons qu'il pourrait répondre à la demande de ces différents lecteurs, mais nous pensons également que c'est une contribution à ce qu'on appelle la transparence budgétaire. Nous pensons qu'en permettant aux populations d'accéder à ces informations, en montrant que ces informations ne sont pas inaccessibles à toute la population, on contribue à aider les gens à comprendre comment fonctionne le budget de l'État et par conséquent à développer le service fiscal. Parce que si les gens savent comment les fonds sont utilisés, et comment les deniers publics sont utilisés, ils seront plus enclins à payer les impôts. Donc nous pensons que cela est une contribution à la production intellectuelle dans le domaine des finances publiques. Merci.